bonjour à tous et à tous. Alors moi, je suis Motikar, la coordinatrice du réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc aujourd'hui, on vous propose un témoignage technique sur le lombricompostage à grande échelle. Et c'est avec Pierre Ulrich, qui va maître composteur, qui va nous présenter un petit peu l'association, enfin, la structure Esenia et tout ce qu'ils font au niveau du compostage, du lombricompostage. Voilà. Et ben, je te laisse la parole, Pierre. Par contre, on ne revoit plus exactement tout en grand ton Ok, diapo. ouais, voilà. Je le remets en présentation. Ça veut dire que je ne vous vois pas, je n'ai pas vos réactions, donc n'hésitez pas à faire des Mince. réactions sonores. Oui, on le fera. Euh, voilà, n'hésitez pas à me dire ça va trop vite, ça va pas assez vite, etc. Parce que comme je ne vous vois pas, c'est vrai que je vais me parler à moi-même. On est bien là, en tout cas. Euh, T'inquiète pas. vous êtes bien là. Bon, bah voilà. N'hésitez pas hein, vraiment à vous manifester, à faire des etc. Très bien. Eh ben, donc, je m'appelle Pierre Ulrich, je fais partie de l'association Esenia qui existe donc officiellement depuis 2013. Moi, je suis là depuis les débuts. Euh, on est adhérent du réseau Compost Citoyen depuis certainement au moins 2017, je dirais. Voilà, et donc dans notre association, on a effectivement cette entrée lombricompostage un peu particulière qu'on a depuis les débuts, hein. On s'est monté, notre association à la base, c'était vraiment pour développer cette technique-là qu'on pratiquait déjà à titre personnel, soit en mini, en lombricompostage individuel, soit pour un des cofondateurs de l'association, plutôt au contraire à l'échelle agricole, donc sur des très gros volumes. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a toujours eu cette entrée lombricompostage en se disant, vu qu'on sait faire à toute petite échelle, on sait faire à très grande échelle en agricole, on a eu cœur avec l'association de développer le lombricompostage à toute échelle et notamment tous les intermédiaires entre l'individuel et l'agricole. Voilà. À côté de ça, comme notre association s'est développée de plein de façons, on suit également des composteurs, on va dire classiques ou composteurs thermiques ou composteurs traditionnels, comme vous voulez, ce qui nous permet d'avoir quand même des retours, enfin, qui nous permet de comparer entre guillemets les deux méthodes, de ne pas les opposer, mais de prendre un peu ce qui est bon dans chacune des deux méthodes. Voilà, et puis dans tout ça, effectivement, ces derniers temps, on est beaucoup sur le compostage de biodéchets des marchés alimentaires, donc des grosses quantités de déchets, des grosses quantités de déchets végétaux, c'est important, qu'on fait par lombricompostage. Et puis donc, on est impliqué dans le projet Valor qui vient de terminer, dont je reparlerai un peu plus, sur donc un projet d'études scientifiques dans lequel on était pas mal impliqué et qui s'est terminé tout début 2025. Et donc pas mal de choses dont je vais parler, c'est issu des résultats de ce projet d'études. Voilà. D'accord. Et à côté de ça, notre association travaille aussi enfin, on reste dans le domaine du déchet, mais on travaille aussi sur la gestion d'encombrants, la gestion et le réemploi d'encombrants, la gestion et le réemploi de matériel informatique. Enfin, on a un truc assez large et un côté, on va dire, social très développé, puisqu'on travaille quand même principalement dans les quartiers politiques de la ville, habitat social et compagnie. Voilà. Donc, ouais, juste pour revenir un tout petit peu sur le projet Valor, euh, en fait, nous, effectivement, donc en 2013, on a commencé à travailler sur le lombricompostage à grande échelle, mais de manière très, enfin, on va dire, agricole et au feeling et en fonction de ce qu'on pouvait faire, sachant qu'on avait en 2013 très peu accès à des ressources sur le lombricompostage, autres que lombricompostage individuel, notamment en France, hein. Du coup, on a dû aller chercher pas mal de ressources à l'étranger, notamment de la littérature scientifique qu'on est allé beaucoup chercher du côté de l'Inde, de l'Afrique du Sud, de Cuba, ou voilà, là où des États-Unis, du Canada, là où il y a pas mal de choses. Mais en France, on n'avait pas grand-chose.
Donc, c'est pour ça que petit à petit, avec notamment Vincent Ducasse, là, qui est cité dans les noms, qui faisait partie de notre association et qui a eu l'envie de faire une thèse, parce qu'il sortait donc d'école d'agronomie. Et donc voilà, il avait envie de faire une thèse sur le lombricompostage. On l'a encadré là-dessus et ça a débouché sur un projet beaucoup plus large qui s'appelle Valor, qui était donc financé par l'ADEME, qui était du coup 4 ans pour étudier le lombricompostage à travers l'entrée plutôt agricole et scientifique avec l'INRAE et l'ISARA, et puis aussi des entrées sociales et socio-économiques avec l'Université Jean Moulin, le laboratoire EVS, et puis effectivement aussi l'INSA, l'école d'ingénieurs. Donc voilà, du coup, ça nous a permis un peu de conforter ou de confronter ou conforter ce que nos connaissances qu'on avait développées à 100% sur le terrain. Voilà. Et donc, une partie des résultats dont je vais parler, ça vient de ce projet Valor. Donc, le lombricompostage, alors je vois pas vos têtes, mais j'imagine que pour la plupart d'entre vous, le lombricompostage, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire oui, non? Oui, c'est vrai, en partie. Moi, je vois plutôt. euh, Quoique j'ai déjà vu des grosses poubelles, à vrai dire. ou Mais alors des poubelles un peu plus grosses, mais qui restent quand même des oui, poubelles. c'est ça. Et donc, qui sont. Alors, je vais pas critiquer ça. Moi, j'ai commencé par ça. Et on en installe encore. Ça nous arrive encore de temps en temps d'en installer dans des écoles. Mais donc, effectivement, c'est une bonne solution quand on n'a pas d'autre, quand on n'a rien d'autre, quand on n'a pas de compostage collectif, quand on n'a pas de composteur dans son jardin et autres, quand on n'a vraiment aucune autre possibilité. Bon, effectivement, ça marche bien. Euh, mais pour nous, ce n'est pas une solution grande échelle viable sur le long terme parce que c'est quand même, c'est quand même limité à des gens qui ont envie d'avoir ça dans leur cuisine ou dans leur cave. Et donc, on atteint très vite la limite du nombre de personnes intéressées pour faire ça. Et techniquement, c'est assez compliqué à faire tourner. Ça veut dire que pour moi, si vous êtes capable de faire tourner ça correctement, finalement, vous serez tout à fait capable de faire ce qu'on fait en agricole sur des volumes de plus de 100 tonnes par an parce que c'est 10 fois plus facile que de faire tourner cette petite boîte en plastique dans lesquelles les vers surtout sont enfermés. C'est le principal souci. Les vers sont enfermés, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Et donc, ils sont un peu capricieux. Et c'est pour ça que on se retrouve à du coup avoir des consignes sur le lombricompostage qui sont erronées, qui sont faut pas mettre d'agrumes, faut pas mettre d'oignons, faut pas mettre d'ail, etc., etc. Et que euh, nous, autant on défend cette pratique-là du lombricompostage individuel, mais on se retrouve régulièrement questionné sur le fait que pourquoi les vers de terre ne mangent pas l'ail et l'oignon, ce qui est faux, pourquoi les vers de terre n'aiment pas être en extérieur, ce qui est faux, pourquoi les vers de terre craignent le froid, ce qui est faux. Enfin voilà, pour nous, ça fait aussi cette pratique individuelle. On est quand même souvent, on se retrouve confronté dans le commun, chez le commun des mortels à plein de choses sur le fait que les vers sont des petites choses fragiles, voire même que c'est un type de vers qu'on élève exprès pour l'intérieur, ce qui est complètement absurde, puisque les vers de terre, comme leur nom l'indique, vivent dans la terre et non pas dans ces petites boîtes-là. Donc voilà, ces petites boîtes-là, c'est super, mais allons vers un peu plus large. Et voilà, nous, c'est plutôt ça qu'on fait, qu'on pratique. Donc là, les modèles en bois, c'est tous des modèles qu'on fabrique nous-mêmes. Euh, et puis, il y a aussi deux exemples en plein champ. Donc, la plateforme là, qui est marquée 50 tonnes, ça se passe à Givors. Donc, c'est une plateforme comme ça qu'on traite tous les biodéchets des marchés alimentaires de Givors. Donc, ça, c'est au CER municipal de Givors. Et puis, l'autre andin à côté, qui est beaucoup plus grand maintenant, c'est un andin agricole, donc c'est pas nous pour le coup qui l'avons monté et qui le gérons, c'est nos camarades de Terrestris sur Lyon. Et là, on est sur des volumes maintenant, les andins font à peu près 100 mètres de long, et donc voilà, on traite des sacrés tonnages. Alors, je vous ai mis un peu d'autres exemples, hein, juste pour dire que un des intérêts pour nous de cette technique, c'est que c'est hyper adaptable. Donc, vous voyez, il y a un modèle dans une cave,
mais qui reste exactement pareil que les modèles plein sol, qui fonctionnent un peu moins bien parce qu'il n'est pas en contact avec le sol, mais qui fonctionnent quand même. Il y a des modèles qu'on est en train de fabriquer, là, en l'occurrence avec des collégiens, mais c'est tous des modèles qu'on fabrique la plupart du temps de manière participative, avec des chantiers habitants, des chantiers jeunes et autres. Il y a aussi un modèle tout petit coincé dans un espace. C'est pour dire qu'on peut jouer aussi avec les espaces. Hein. On peut aller vraiment n'importe où. Et puis là, il y a une plateforme. Vous voyez, il y a 3 lombricomposteurs plus une zone de maturation. Donc ça, c'est pour traiter un autre marché alimentaire. Voilà. Est-ce que ça va? Vu que je ne vous vois pas, je fais une petite Oui, pause. Est-ce que oui, vous allez bien? j'étais assez impressionnée. Oui, merci. Voilà, Ok, tout va bien. tout va bien, parfait. Assez Donc, le impressionnée d'ailleurs. lombricomposteur. Pardon? Je disais assez impressionnée par la grandeur des éléments. Oui, ouais. Oui, puis effectivement, c'est quasi faisable à l'infini, quoi. Donc voilà, du coup, là, je reprends un peu vraiment ce qui caractérise le lombricompostage, enfin, ce qui caractérise, et donc, surtout ce qui le différencie du compostage thermique. Donc, il y a principalement 3 choses qui caractérisent vraiment le lombricompostage par rapport au compostage thermique, parce que sinon, les ressorts, c'est les mêmes, hein, toute une faune qui dégrade de la matière organique. Donc là, on est vraiment tout pareil que le compostage thermique. Les 3 particularités, c'est donc la première, c'est qu'on ensemence dès le démarrage avec des litières concentrées en verre. Donc on est arrivé, ça c'est les petits calculs de valeur, mais on est arrivé au fait que pour que ça démarre correctement, il faut à peu près 2 kg de vers de terre par mètre cube, par mètre carré au sol de nos installations. Donc pour un lombricomposteur qui fait 4 mètres carrés, on mettra 8 kg de vers de terre, etc. La deuxième particularité, donc, c'est qu'on organise la migration des vers. Alors là, il y a mes petits dessins très très jolis. Donc on commence par installer notre litière de vers de terre. Par-dessus, là, on est en agricole, mais ça fonctionne exactement pareil dans un composteur, dans un lombricomposteur en bois, quoi. On installe notre tas, donc notre petite litière de vers de terre mélangée à du lombricompost. Et donc, par-dessus, au démarrage, on nourrit par le dessus pour faire grossir notre tas en répartissant bien les déchets partout sur le tas. Et puis, on organise donc la migration qui peut être horizontale, qui peut être verticale dans le cas des petits lombricomposteurs d'appartement, et qui peut être dans le large ou dans le long sur des andins. Ça veut dire organiser la migration, ça veut dire que petit à petit, on arrête de nourrir par le dessus, mais on nourrit par le côté. Ce qui fait que les vers de terre vont assez vite être affamés, avoir plus grand-chose à manger dans le tas originel, et donc se déplacer petit à petit vers notre tas de déchets qu'on continue à déplacer de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'on sépare complètement les 2 tas et qu'on puisse récolter le premier tas quand il est mûr et continuer à avoir notre deuxième andin, notre deuxième tas qui est nourri par nos biodéchets, et jusqu'à ce qu'une fois qu'on récolte le premier tas, on peut repartir dans l'autre sens, on peut on peut faire plein de formes géométriques, mais le principe de base, il est vraiment là, hein, c'est organiser la migration des vers de terre, c'est-à-dire en les affamant à un moment donné pour qu'ils aillent ailleurs. Et la troisième particularité, qui est finalement la plus importante à mon sens, qui est que, contrairement au compostage où on va chercher la montée en température, là, on cherche au contraire à avoir une température constante, la plus constante possible dans nos tas. Et cette température constante, donc dans l'idéal, allez, on va dire entre 20 et 25 degrés, mais ça fonctionne entre 15 et 30 degrés, on va dire. C'est la température où il y a le plus de faune qui survit. C'est-à-dire que à cette température-là, bien entendu, on a nos vers de terre qui sont heureux comme tout. Mais si nos vers de terre sont heureux comme tout, en fait, la plupart de la faune du sol
fonctionne à cette même température. Donc, en même temps que nos vers de terre travaillent, on aura les colomboles, les cloportes, les millepattes, etc. Et fait toute la faune associée du sol, tout un tas de catégories de bactéries et de champignons. Et c'est ça qui fait la principale différence avec du compostage thermique, c'est cette température constante. Donc, on n'est pas dans des phases. En compostage thermique, on a la phase de montée en température où on n'a que les bactéries, la phase de chauffe, quand on est vers les 70 degrés, on n'a qu'un type de bactérie qui travaille, qui est très efficace, mais qui est capable de dégrader qu'une partie des biodéchets. Et ensuite, la phase de maturation, où là, effectivement, le reste de la faune va arriver, du moins quand on n'est pas en compostage industriel. Et donc, on a vraiment deux phases distinctes, tandis que là, on est sur une phase continue et on essaye d'avoir en continu une faune très variée et qui dégrade la matière, chacun suivant ses capacités et son régime alimentaire. Donc, on a ceux qui ont des dents, les insectes qui ont des dents, des pinces, etc., qui sont capables de dégrader un peu des morceaux de feuilles, des morceaux de bois, des choses comme ça. Et puis ceux qui ont plus des pouvoirs chimiques comme les champignons et les bactéries qui font le travail en même temps. Et donc tous les déchets sont dégradés à peu près en même temps de manière continue, quoi. C'est vraiment les trois particularités. Donc, c'est l'ensemencement avec les litières concentrées, l'organisation de la migration des vers et le fonctionnement à température continue. Le petit graphique qui est là, c'est des relevés qu'on a fait où effectivement la température reste assez constante dans l'état alors qu'elle varie à l'extérieur. Donc, même en hiver, il fait relativement doux dans l'état. Ok. Voilà. Et je vais pour le moment peut-être passer vite. Je pourrais y revenir si vous voulez dans les questions. Nous, on a ça c'est un peu notre petite patte là-dedans. On a déterminé deux types de gestion parce qu'en fait, notre intérêt, c'est d'avoir, c'est d'utiliser pas trop d'espace pour pouvoir, notamment pour pouvoir travailler en ville dans les espaces un peu contraints. Donc, on a déterminé qu'on avait deux façons de gérer nos tas de compost dans un lombricomposteur. On peut avoir une façon qu'on a appelée simple. Donc, c'est vraiment le principe que je vous avais expliqué depuis le début. Par exemple, on est sur un composteur à deux bacs, comme vous voyez, le bac 1 et 2 dans ma diapo. On ensemence dans le bac 1, on nourrit dans le bac 1. Quand on estime que le bac 1 est suffisamment rempli, on le ferme à clé, on ouvre le bac 2, on nourrit dans le bac 2, les vers de terre se déplacent dans le bac 2 jusqu'à ce qu'on puisse récolter notre compost. Donc ça, c'est la façon de faire la plus simple possible, mais on n'optimise pas tout à fait toute la surface, puisqu'en fait, on a les vers de terre qui travaillent soit dans le bac 1, soit dans le bac 2. Et donc, on l'a vraiment fait de manière un peu expérimentale, mais pour optimiser les surfaces dans nos premiers lombricomposteurs en ville, qui n'allaient pas assez vite par rapport aux quantités qu'on avait. Donc, c'est là où on a découvert qu'en fait, on pouvait faire travailler les deux côtés en même temps, à condition de faire des temps de pause. Et ça veut dire que, bon, je ne vous refais pas toute l'historique, mais en gros, on fait travailler le bac 1, et puis il y a certains moments où on ouvre le bac 1, ensuite on le ferme 15 jours, on ouvre le bac 2, on le ferme 15 jours. Et en fait, on s'est aperçu qu'au niveau de toute la biomasse qui travaille, toute la faune qui travaille, ces temps de pause fonctionnent hyper bien. Ça veut dire que, et là, du coup, on double quasiment notre capacité. C'est-à-dire qu'on fait, en fait, on n'arrête pas de faire travailler la matière et ensuite travailler la matière en mettant des déchets dessus et ensuite maturer, mais des maturations très courtes de 15 jours qui permettent aux vers de terre de se reproduire dans les deux surfaces, en fait, et du coup, on a de la faune qui est des deux côtés du bac et donc on a des résultats vachement plus intéressants. Alors, c'est un peu plus compliqué à gérer, c'est un peu plus compliqué aussi à expliquer. Nous, on sait très bien le faire, mais des fois, on a du mal à l'expliquer. Mais voilà, juste en faisant des pauses de temps en temps, ça fonctionne très bien.
Voilà. Et puis là, je vous mets quelques photos en agricole. Enfin, voilà, l'andin qu'on a vu, que je vous ai montré tout à l'heure, donc au cerf municipal de Givors. Voilà la petite historique. Donc là, je pense qu'on l'a démarré il y a 3 ans, quelque chose comme ça, 3 ou 4 ans. Donc au début, vous voyez, on est juste venu avec nos litières de verre et puis on a commencé à ajouter des biodéchets par-dessus. Et puis, au fur et à mesure des saisons, on apporte. Donc, on apporte 3 fois par semaine des quantités assez énormes, hein, puisque c'est minimum 100 kilos, mais on est assez souvent vers les 400-500 kilos euh, à chaque fois. Et donc, on élargit notre andin petit à petit. On essaye d'optimiser la place. Donc, c'est pour ça que là, on fonctionne en rond. Parce qu'on a un espace d'à peu près 100 mètres carrés. 150 mètres carrés. Et donc là-dessus, faut qu'on traite à pas loin de 50 tonnes par an. Et donc voilà, c'est pour ça on s'est amusé à faire des ronds. On avait imaginé faire des serpents. On peut faire un peu tout ce qu'on veut pour optimiser l'espace là, mais le rond, ça fonctionne très très bien. Euh, est-ce que ça vous va là pour le moment? Eh ben oui, vous, vous arrivez à suivre? allez, le cycle me valide aussi. Ok. Après, c'est pas beaucoup, mais Euh, c'est beau. voilà. Du coup, juste, je l'ai un peu dit, mais euh, là, on va commencer juste par les intérêts un peu techniques ou les différences un peu de gestion de compostage thermique. Alors, je vous ai mis une photo d'un petit composteur à côté à part. Quand je parle de compostage thermique, je parle de compostage vraiment thermique, c'est-à-dire où ça chauffe, parce que assez souvent, les composteurs de jardin, finalement, on est en fait, en termes de faune présente et autres, on est souvent plus proche du lombricompostage. À partir du moment où ça chauffe pas, parce qu'on n'a pas assez de quantité pour faire chauffer, finalement, on se retrouve avec la même biodiversité que dans des lombricomposteurs, même si c'est moins organisé. Donc là, je parle bien par rapport au compostage thermique, que ce soit de la plateforme industrielle, là, comme la photo du haut, ou des composteurs classiques 3 bacs qui sont beaucoup utilisés et donc qui chauffent. Euh, donc voilà, je ne sais pas si vous avez compris, mais le premier des trucs, c'est que les bacs sont pour le coup communicants dans le lombricompostage parce qu'on veut que les vers de terre puissent se déplacer partout. Donc on n'a pas des bacs fermés les uns entre les autres comme les composteurs classiques 3 bacs, broyat, apport, maturation. Oui. Donc notre but, c'est d'optimiser la surface. Donc sur une surface donnée, on essaie vraiment d'avoir la plus grande surface possible d'apport pour avoir des tas qui montent pas, on ne pourra pas avoir des tas de biodéchets de 10, 15, 20, 30 centimètres qui vont devenir pas respirants et qui vont faire fuir la faune. Donc le but, c'est d'avoir toujours des surfaces fines, hein, comme un sol avec les feuilles qui tombent au fur et à mesure. On essaye d'optimiser la surface, de vraiment répartir au maximum. Notre but est de ne pas déranger la faune, donc en fait, logiquement, on brasse très peu, hein, on se contente de griffer, on brasse au minimum, on va brasser de temps en temps si ça commence à dysfonctionner un peu, mais si tout va bien, si on a bien optimisé nos surfaces, on ne brasse pas, quoi, on se contente de mélanger. Et chose assez intéressante, c'est vrai que surtout par rapport au fait qu'on composte par exemple les déchets des marchés et autres, on n'a pas besoin de couper les biodéchets en petits morceaux parce que, comment dire, au lieu d'avoir, enfin, vu qu'on est en surface, donc encore en contact avec l'oxygène, la plupart de nos décomposeurs, en fait, ils travaillent sur cette surface et suivant les décomposeurs, il y en a qui peuvent s'attaquer à des gros morceaux. En compostage thermique, on va avoir tendance à tout couper en petits morceaux parce qu'à un moment donné, on n'a que les bactéries qui travaillent. Et les bactéries, il faut qu'elles puissent s'attaquer un peu à des morceaux assez fins, quoi. Donc voilà, du coup, c'est vrai que souvent, ça surprend un peu des guides et maîtres composteurs avertis quand je présente. Effectivement, on ne s'embête pas trop. On est obligé parce que les déchets qu'on collecte au marché, si on commence à couper les pommes en deux, les oranges en deux, on va y passer un temps de manutention assez énorme. Tandis que là, bon, bien entendu, si on a des courges entières, on met des coups de couteau, mais en général, on se contente d'écraser un petit peu manuellement tout ce qui est agrumes et autres pour créer un peu des pores, mais on ne va pas les couper en morceaux.
Et ça fonctionne, ce qui peut paraître étonnant, mais oui, ça fonctionne sans trop de soucis, quoi. Voilà, donc ça, techniquement, c'est un peu les principales différences par rapport au compostage thermique. Mais encore une fois, je fais bien la nuance, je parle bien de composteur qui chauffe réellement, quoi. Là, ça, c'est les résultats de l'étude Valor. Donc là, on est plus sur les résultats scientifiques. Je vais passer très vite aussi, mais je vous invite à aller voir sur le site. Il y a une thèse publiée, tout est en accès libre, hein. Il y a une thèse publiée, il y a des guides, il y a des articles scientifiques, etc. Mais donc, les principaux résultats de Valor qui sont à noter par rapport encore une fois, sur les différences entre entre compost et lombricompost. Compost industriel, hein, donc je fais encore bien la nuance, compost thermique industriel. Donc pour moi, moins complet que des composts qu'on peut faire maturer en plein sol. Donc dans les résultats intéressants, eh ben, effectivement, c'est la technique émet moins de gaz à effet de serre. Et ça, c'est très clairement lié à la partie chauffe, à la partie vraiment thermique qui on en voit un petit peu dans l'atmosphère. C'est quelque chose d'assez logique, hein. On aura les mêmes résultats entre un sol labouré et un sol non labouré. C'est exactement le même principe. Donc voilà, il y a quelque chose d'intéressant au niveau des gaz à effet de serre, à condition de faire le truc correctement. Après, il y a la photo là, qui est issue de microscope électronique à transmission que a pu utiliser mon camarade Vincent. Ce qui est super intéressant. Voilà, il a pu comparer vraiment. Donc là, ça ne veut rien dire comme ça sur la photo, mais finalement, ce qui change dans du lombricompost mûr par rapport à du compost issu du compost industriel, c'est vraiment la décomposition. En fait, on a une matière finalement beaucoup plus homogène et c'est très clairement le fait d'avoir une faune en continu qui dégrade la matière qui fait que eh ben, toutes les matières sont découpées plus finement par la faune. Mm. Là où effectivement on peut avoir des fois des trous dans la raquette liés à la phase de chauffe où on n'a que la bactérie qui travaille, qui va des fois carboniser presque les matières trop rigides qui vont être hyper difficiles à dégrader par la suite, quoi. Voilà. Après, il y avait dans les résultats de Valor, bon, ben voilà, il y a le rapport à la norme où effectivement on arrive à peu près à faire passer du lombricompost avec la norme NFU 44051, surtout pour tout ce qui est le plus important, c'est les métaux lourds, les pathogènes, etc. Et puis après, il y a eu des tests agricoles, alors qui valent ce qu'ils valent parce que pour avoir des vrais résultats, il faudrait les faire sur beaucoup plus longtemps parce que là, en fait, les tests, ils étaient quand même beaucoup gênés par le climat, la variation des récoltes à cause du climat et autres. Donc, on a des résultats euh, où effectivement le lombricompost bien utilisé peut être intéressant pour les rendements. On était sur du blé, de l'orge, des choses comme ça. Voilà, c'est pas non plus le résultat le plus tangible, mais vraiment parce que ça demande beaucoup plus de travail. Euh, si vous avez des questions un peu plus précises, je pourrais y répondre dans ce que je peux, parce que là, c'est quand même pas moi qui ai fait tous ces tests et ces résultats. J'ai pas cette prétention-là. Voilà, ça nous a permis aussi d'étudier un peu toute la faune qui est dans les lombricomposteurs, qu'on va retrouver dans des composteurs peu utilisés, mais qu'on ne va pas retrouver, bien sûr, en compostage industriel. Ça, on a fait ça avec l'association des espèces par million, donc association de naturalistes. On a fait plein de relevés. Et comme eux, en même temps, ils faisaient d'autres relevés dans le quartier, c'est eux qui, en gros, ont déterminé le fait qu'un lombricomposteur donc de 2 mètres carrés, de 2 mètres carrés au sol a beaucoup plus de masse vivante que 20 mètres carrés d'espace vert. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant si on veut ramener de la biodiversité en ville. C'est vrai aussi pour les composteurs et dans leurs observations, ils ont pu observer notamment le fait que quand il y a des arbres au-dessus, il y a beaucoup plus d'oiseaux qui sont là en train d'attendre patiemment que toute la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir
des insectes qui vont manger d'autres insectes ou qui vont manger ou qui vont décomposer, qui vont sortir du lombricomposteur, traîner autour, et par-dessus, du coup, on aura des batraciens, on aura des lézards et autres, et puis le haut de la chaîne, les oiseaux qui attendent patiemment au-dessus. Donc, c'est une des pistes. C'est vrai aussi avec les composteurs, bien sûr, hein, pour amener de la biodiversité en ville. Voilà. Donc, plein de pistes là-dedans, hein. Donc, effectivement, l'ombricompostage, c'est bien une technique viable. Pour nous qui pratiquons les deux, nous, des fois, on est juste un peu bloqué par le fait que c'est pas assez connu, pas assez développé et autres, mais nous qui pratiquons les deux, si on a le choix, on installera systématiquement des lombricomposteurs quand il s'agit de traiter des déchets non carnés. Et à partir du moment où on est sur des déchets carnés, là, la chauffe, on trouve ça bien sûr très intéressant pour hygiéniser. Il y aura de l'hygiénisation qui va se passer en lombricompostage aussi, par le fait de la faune, hein, de la dégradation par la faune. Mais effectivement, c'est un peu plus facile à contrôler la montée en température. Donc, c'est pour ça que pour tout ce qui est matière carnée, on pratique le lombricompostage. Pour le reste, on conseille, mais des fois, nos conseils ne sont pas suivis, l'installation de lombricomposteurs. Voilà. Et après, du coup, quand j'animais des formations guide et maître composteur, chose qu'on est en train d'arrêter. En fait, assez souvent, même des gens qui pratiquent, et c'est sûrement votre cas, qui pratiquent le compostage traditionnel, on va dire, je pense que c'est hyper intéressant de comprendre ces mécanismes-là qui fonctionnent en lombricompostage, notamment pour aussi observer ses propres composteurs et les gérer en fonction. Et c'est vrai que moi, des fois, je croise des gens qui ont vraiment le regard, qui auront appris ça en formation référent de site. Quoi qu'il arrive, n'importe quel problème que j'ai, je brasse. Et moi, j'aime bien quand même dire, regarde avant de brasser. Et effectivement, si tu as des boules puantes, si tu as des gros aplats de compost, si tout n'est pas mélangé, oui, bien sûr, il faut brasser, il faut brasser, il faut brasser. Si ton composteur fonctionne bien, si la décomposition se passe bien, si on voit une variété de faune à l'œil nu, si on voit des araignées, des colamboles de partout de manière homogène, j'aurais plutôt tendance à dire, au contraire, on laisse faire la faune, il n'y aura pas de montée en température, mais plutôt que d'essayer de provoquer une montée en température qui souvent ne va pas être suffisante dans des composteurs peu utilisés, on va faire monter à 30 degrés, 35 degrés, ce qui n'est pas suffisant pour hygiéniser. Et en faisant ça, on va faire fuir la faune qui elle-même hygiénise très bien la matière. Donc, moi, voilà, sans pousser les gens à aller vers le lombricompostage, parce que, pour plein de raisons, j'ai tendance à bien pousser les gens, par contre, à observer et à gérer leur façon de brasser en fonction, et de respecter la faune quand elle est là. Si elle n'est pas là, effectivement, on brasse, mais si la faune est là, on la laisse travailler. On se contente d'étaler, de griffer, de mélanger, mais de ne pas brasser en profondeur. Voilà, c'est un peu les apports que j'ai du lombricompostage. Et puis, petit point quand même que je suis obligé d'aborder, on a quand même une petite zone grise en matière de législation. Pareil, je pourrais passer une heure là sur le sujet. C'est pas mal lié à de la méconnaissance. Donc, assez souvent, voilà, les collectivités n'ont pas envie de s'engager parce qu'il y a une petite zone grise là-dedans qui est alors basée sur de la méconnaissance du sujet. D'ailleurs, mon collègue Vincent là, continue à travailler avec l'ADEME dans le but de créer une norme lombricompost. Et puis, il y a voilà, un petit bisbille par rapport au fait de nourrir des animaux d'élevage. Alors effectivement, c'est un principe de précaution de nourrir des animaux d'élevage avec des déchets. A priori, c'est interdit. Là où par contre, il y a quelque chose d'assez absurde, c'est que autant c'est justifié potentiellement sur des animaux d'élevage qu'on va manger avec un réel risque sanitaire, autant là, en fait, il s'agit de vers de terre, de colamboles et autres, dont la fonction est de dégrader les déchets produits par
par toute la nature, par tous les végétaux et même tous les animaux. En fait, tous les déchets, je ne vous refais pas le coup du cycle de la matière que j'espère vous connaissez tous, mais voilà, les vers de terre et faune associée dégradent ça en continu. Donc c'est un peu absurde de dire que c'est des animaux d'élevage. Enfin voilà. Donc on est un peu gêné par ce sujet. On ne l'est pas tant que ça parce que dans les faits, dans la réglementation de l'agriculture biologique, c'est écrit noir sur blanc qu'on peut utiliser les déjections de vers de terre. Donc voilà, on n'est pas tant embêté que ça, mais on est quand même un peu, enfin voilà, c'est pas très clair et comme c'est pas très clair, ça nous aide pas trop. Eh ben, super Pierre, merci beaucoup. On a déjà des questions pour toi. Donc il y a déjà Vanessa qui a posé 2 questions. Si tu veux les poser, Vanessa, ou directement. Ouais. Bonjour à tous. Alors moi j'avais deux petites questions. C'était concernant la gestion des températures pour les vers lors de fortes chaleurs, notamment l'été. Est-ce qu'il y a un système d'hydratation? Est-ce qu'il y a un système de baisse en température? Et ma deuxième question, c'était qu'est-ce que vous apportez comme matière carbonée pour en grande quantité comme ça? Ok. Alors par rapport aux températures, effectivement, sur des très grosses chaleurs, ça peut être gênant. Mais semi-gênant. Enfin, c'est-à-dire c'est là où je disais, plus on est sur des petits volumes, plus c'est compliqué. Plus on est sur des gros volumes, plus on a de l'inertie, donc ils vont effectivement baisser un peu la garde, plus être ultra actif souvent sur fin août, on a un peu des baisses d'activité. Ça nous faisait très peur avant, ça nous fait beaucoup moins peur maintenant. Parce que, alors voilà, vraiment, il y a vraiment cette question, cet effet masse qui fonctionne et on n'a jamais aucun souci pour que ça reparte en septembre. Alors comme dit Annie, oui, s'il fait trop chaud, les vers s'enfoncent dans le sol en partie ou se mettent en dormance ou on a toujours des cocons pondus auparavant. Et donc, effectivement, si les cocons en plus ont la particularité d'éclore que dans les bonnes conditions. Donc, assez souvent, si on a un ralentissement d'activité qui commence à se manifester fin août, à partir dès que les températures rebaissent, bah, les cocons éclosent et donc ça repart très facilement. Donc, on n'a jamais eu de soucis vraiment sur le long terme. Et dans les composteurs collectifs, dans les lombricomposteurs collectifs, on a assez souvent la mouche soldat qui prend provisoirement le relais sur 15 jours, 3 semaines. C'est pas terrible parce que au niveau de l'odeur, etc. Au début, ça nous faisait peur parce qu'on avait peur que vraiment il y ait une concurrence. Et en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence. Il y a le moment où les vers baissent en effectif, vont s'enfoncer dans le sol. On a les mouches soldats qui éventuellement vont faire le travail pendant 3 semaines. C'est pas terrible niveau odeur parce qu'en général c'est pas ouf mais en tout cas il n'y a aucun souci de concurrence puisque les vers reprennent le dessus dès mi-septembre. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Par rapport aux matières carbonées, c'est un des autres avantages du lombricompostage, c'est que vu qu'on est par fine couche, on a moins de soucis à utiliser de la feuille. Donc en fait, on est complètement opportuniste, on prend ce qu'on a sous la main. Ça peut être des feuilles, ça peut être du carton dans les lombricomposteurs en centre-ville, ça peut être du broyat, ça peut être n'importe quel type de foin, reste de tonte, etc. Tout fonctionne et ce qui fonctionne le mieux, c'est le mélange de tout ça. C'est-à-dire sur les gros andins, on avait tendance à mettre plutôt du broyat un certain temps et en fait, là maintenant, on fait des mélanges et les mélanges sont parfaits. Super, merci beaucoup pour toutes ces infos. Et après, on avait une question de Ninon, donc les coursiers d'Inanet, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si Ninon, tu veux poser ta question directement, sinon je la pose à ta place. Allez. Hop. C'est bon, Ah, ça y est, j'avais pas à remettre mon micro. Je veux bien la poser. Ben oui, j'avais une question sur qu'est-ce que vous pensiez, vous, d'hygiéniser avant de l'introduire dans un lombricomposteur de la matière carnée? Est-ce que vous aviez des données là-dessus sur l'intérêt, surtout sur l'intérêt sur la qualité de la matière au final? Et si ça pouvait faire gagner du temps peut-être dans le compostage. Enfin, voilà, je voulais votre avis là-dessus.
Ouais, c'est très intéressant. Nous, on le pratique pas. Enfin, nous, Ezenia, on s'est plutôt contenté effectivement de soit faire du thermique pour les matières carnées, soit du lombricompostage. J'ai visité une grosse plateforme en Espagne qui est hyper bien, mais qui est vraiment sur des très gros volumes et qui fait ça, ils collectent suffisamment de matière carnée pour que ça ait de l'intérêt. Et donc, ils font une montée en température très forte, très flash, très rapide. Mais par contre, il faut qu'elle soit rapide pour qu'il reste suffisamment de matière et que ce soit intéressant en lombricompostage sur la qualité de la matière et tout ça. Donc, c'est vraiment un truc qui pourrait être intéressant pour ceux qui collectent des biodéchets. Ben, si on collecte par exemple des biodéchets de restaurants, on fait une montée très puissante et très rapide. Et dès qu'on atteint notre coupe de température, à la rigueur, pour rentrer dans la norme, on met tout de suite en maturation dans des andins chargé de verre. Et donc, c'est super comme système. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Euh, Ah, et Ninon serait intéressé d'avoir le contact en Espagne, si jamais tu veux le rajouter, Pierre, dans le... Si jamais tu Alors, l'as. ouais. Oui, alors, le contact, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais c'est une entreprise qui s'appelle EcoCelta. Alors, comme ça, je vous envoie vers Valor, mais dans les comptes rendus qu'on peut avoir euh, sur le site lombricompost.org, où il y a tous les résultats de Valor. Du coup, il y a le compte rendu de notre visite à EcoCelta, et puis j'en parle aussi dans le blog sur le blog de l'association Ezenia sur un petit voyage en Espagne. Eh ben, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra essayer de mettre en avant aussi, euh, peut-être lors d'une aide d'info. Et j'ai vu dans le chat qu'il y a un bonjour de Quimper et pour le coup, je pense que enfin, Quimper, vous avez vraiment intérêt à faire du lombricompostage parce que le climat breton, je pense que c'est juste parfait en termes d'écart de température relativement constante l'hiver et l'été, le taux d'humidité, etc. Donc amusez-vous bien là-bas avec les vers de terre. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais une petite question, si jamais vous en avez pas, mais n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit à lever la main. Du coup, l'étude valeur, elle est disponible, elle est accessible facilement, parce que je pense que ça peut être une des ressources qu'on peut mettre facilement dans la médiathèque participative, si c'est possible. Ouais, oui, oui, c'est tout le site. Alors, bah, je vais l'écrire dans le chat, mais c'est lombricompost.org. Ah, ouais, c'est ce que j'ai marqué, ouais. C'est le site, il a été créé spécialement pour cette étude, hein. Il n'y a que ça, il n'y a que les résultats de Ok, l'étude. c'est Enfin, il n'y a bien. que la présentation de l'étude et les résultats. Donc, dedans, il y a la thèse, c'est peut-être le plus gros morceau, mais c'est un peu Ouais. costaud, faut s'accrocher. Il y a des choses un peu plus de vulgarisation, il y a des choses plus liées sur l'organisation sociale. Donc, c'est plutôt, pour le coup, des choses à partager. Enfin, en gros, le résultat, c'est que c'est beaucoup plus intéressant à l'échelle de la vie de quartier, de la participation des Hmm, habitants. Là, c'est aussi vrai pour du lombricompostage de quartier que pour du compostage de proximité par rapport à de la collecte. tout à Euh, fait. il y a tout ça. Il y a même des notions de coût aussi, de combien ça coûte Ok. par rapport à la collecte. Eh Donc, ben, je vais regarder ça, je vais essayer de voir peut-être pour mettre ça en avant. Je pense que ça peut être intéressant, surtout que ça vient d'être fait. Ça a été fait cette année, c'est assez récent les résultats là. Ben, on alimentait au fur et à mesure Ok. qu'on les avait, mais oui, oui. Et puis effectivement, il nous reste ce dernier pavé sur lequel travaille Vincent, Oui. qui est aller vers une norme. Donc pour ça, ben, Hmm, c'est un monde qu'on ne connaît pas du tout, hein, mais c'est en lien avec la législation des services vétérinaires, etc., tout à etc. fait. Donc voilà. Du coup, j'espère qu'on va arriver à quelque chose parce qu'il y a quand même ce truc-là qui est toujours un peu pénible d'expliquer aux gens que oui, les vers de terre, c'est pas vraiment des animaux d'élevage. Enfin, c'est au sens où voilà, ça fait des choses assez absurdes, quoi. Non, mais bien sûr. Du coup, tu disais aussi, donc c'est mieux d'avoir forcément le contact soi parce que ça permet du coup d'avoir vraiment un accès pour toutes les espèces, on va dire, qui peuvent comme ça directement aller dans le composteur, dans le lombricomposteur, hein, c'est ce que tu disais. Ouais. Et après, Mais en effet, en termes de type de biodéchets, on met vraiment tout et n'importe quoi. Il faut quand même essayer d'alterner entre déchets verts et enfin
Ah oui, on est un peu sur les mêmes Carboné, règles. sur les On mêmes est un peu règles. sur les mêmes règles. Globalement, on met un petit peu moins en quantité de matière sèche Mm. parce que tout simplement, ben, la chauffe, euh, Oui, ouais, on met un petit peu moins de matière sèche, mais c'est quand même à peu près les mêmes ratios. Euh, ok. voilà. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on peut utiliser tout type de matière sèche sans réserve, quoi. On pourrait le faire qu'avec de la feuille de platane broyée, mais ça marcherait, quoi. Eh ben super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, peut-être une petite question sur l'odeur du coup, mais c'est vrai que ça dépend en fait où est-ce qu'on fait ce lombricompost. Est-ce que c'est sur des grosses surfaces et donc pas forcément en pleine ville, mais ça peut être aussi en pleine ville. Donc tu disais que, enfin, est-ce qu'il y a des fois des petits problèmes d'odeur? Ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Est-ce que c'est vraiment embêtant? Ben, on est bien à un niveau odeur par rapport au compostage. En fait, c'est toujours pareil. Parce qu'il y a le bon compostage et mais même Et le par rapport à mauvais. du très bon lombricompostage et du très bon compostage, on aura moins d'odeur parce on n'aura pas cette odeur qu'on a au retournement, que moi je trouve pas du tout désagréable, mais que les gens aiment pas quand même. Oui. C'est un composteur qui fonctionne bien, mais cette odeur on va dire d'artichaut un peu moisi, quoi. Ça, on l'a pas en lombricompostage et quand c'est bien traité. Donc après, quand c'est mal traité, ben, quand c'est mal traité, c'est qu'on a trop d'épaisseur. Et là, Hmm. effectivement, on peut avoir le même souci qu'avec un composteur qui dysfonctionne. Oui, tout à fait. Mais sur la plateforme là, que je vous ai montré de Givor, c'est assez fantastique à quel point on n'a pas d'odeur alors qu'on a effectivement, on est sur du 50 tonnes parce que mes collègues, c'est pas moi qui la gère, hein, mes collègues la gèrent hyper bien. Et c'est assez impressionnant à quel point on voit visuellement des grosses quantités, des courges en train de Hmm. pourrir, des oranges, etc. Et on n'a vraiment quasiment aucune odeur, quoi. Donc du coup, là, toi, tu agis principalement, enfin, Xenia agit principalement sur Lyon, autour de Lyon. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres acteurs aussi? Enfin, ça reste quand même quelque chose qui est assez restreint au niveau du compostage. C'est ce que tu disais un petit peu, qu'il n'y a pas encore grand monde qui connaît, enfin, qui s'intéresse vraiment à cette technique, c'est ça? Ouais, Euh, bah, il y a, en fait, depuis longtemps, il y a toujours eu des agriculteurs qui l'ont fait, hmm, assez souvent avec pour but de produire plutôt du verre et de vendre du verre. Assez hmm. souvent, ils le font plutôt sur du fumier, sur des bases fumier, ce qui fonctionne hyper bien. Et comme ça, du coup, en collectif, je pense qu'on est les seuls à le faire autant à grande échelle, en tout cas en France. Et puis, mais enfin, ça fait un peu école. Alors nous, on en a installé quelques-uns autres. On en a même installé un à Milan, on était très fiers. Hmm. Mais sinon, on en a installé quelques-uns autour de chez nous et ça prend un petit peu. Et il y a à Tours, les Verts de Tours, Oui, tout à fait. avec qui on a été en contact. Bah, d'ailleurs, on avait un peu formé un des gars au tout début. Et donc, il y a les Verts de Tours qui, eux, font de la collecte. Et alors, je pense qu'ils passent, je ne sais pas trop, j'ai plus trop. Je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais je ne sais pas s'ils passent par une phase thermique ou pas. Hmm. Mais eux, du coup, ils font sur de la collecte, donc sur la plutôt grande échelle. Ouais. Ok, super. Et bah, Et très bien. Ah, il y a excusez-moi, peut-être le cyclone qui veut parler, oui, vas-y, je t'en j'avais prie. une petite question. En fait, je voulais savoir par rapport à la mise en place d'une plateforme comme Agivore, quel était le délai, on va dire pour la mise en place par rapport au fait qu'il y a les restrictions réglementaires et ainsi de suite. Si c'est pas trop, comment dire, avec le principe de précaution et toutes les normes qu'on a environnementales, que ce soit européennes ou françaises. Parce qu'en fait, effectivement, les collectivités comme la nôtre, on cherche des solutions à pouvoir traiter raisonnablement sur allez, sur 20-30 km. Donc, on cherche des plateformes, notamment de broyat dans un premier temps. Et après, on se posait la question, effectivement, si on pourrait éventuellement, via l'accompagnement d'une commune, proposer le même type que vous faites à Givors. Mais la Ouais. problématique qu'on a, c'est enfin, est-ce que c'est si compliqué que ça voilà. Comment on Euh, met en place? oui, alors oui et non, c'est toujours ce problème de zone grise, il est pénible. Oui. Nous, j'avoue qu'on est très protégé par notre statut enfin, Valor, ça a été pour nous aussi une façon de se protéger, puisqu'on est dans des démarches expérimentales, on est encadré par l'ADEME, par Ah oui, l'INRA, ok. etc. Donc nous, on est très protégé, donc on a un peu fait fi de la réglementation parce qu'on est dans une démarche expérimentale. Du coup, je comprends que ce soit pas forcément simple
que ce soit pas forcément simple pour un syndicat de traitement. Euh, la plateforme de Givor, elle fait moins de 52 tonnes. Ça veut Ah oui, dire d'accord. qu'on peut finauder et être plutôt que dans le compostage citoyen en termes de capacité, sauf que c'est aussi dans le compostage citoyen qu'il y a, qu'il y a cette petite gêne réglementaire par rapport au fait que c'est des animaux d'élevage, etc. Donc, il faut un peu louvoyer ou alors déclarer, en fait, après, c'est comme une plateforme de compostage pour le coup. Si on est au-delà de 50 de tonnes par an, on a une déclaration à faire à la préfecture et ça va un peu dépendre de la préfecture, enfin des services sanitaires de la préfecture. Euh, C'est-à-dire que ça peut passer ou ça peut ne pas passer. On peut montrer patte blanche, faut avoir une démarche HACCP, etc. Enfin, et voilà. Et c'est donc j'ai pas vraiment de solution. Je sais que côté terrestris, donc nos camarades sur Lyon, Vincent qui fait l'étude, il a un pied dans Esenia, un pied dans terrestris. Hein. Donc eux, ils montent des plateformes, mais plus au niveau agricole, et ça passe assez facilement en agricole. C'est Oui. comme les plateformes bout de champ, hein, de compostage, quoi. Donc ça, ils arrivent à le faire sans trop de soucis parce qu'on est voilà, on est dans une démarche agricole et puis après c'est utilisé sur place. Voilà. Pour vous, Sitom, à part peut-être monter une démarche expérimentale ou voilà, travailler avec les services vétérinaires ou, mais je ne l'ai pas dit, se dire on le fait, et puis on fait normer régulièrement, on montre patte blanche, on est très très clair, très précis sur nos démarches et on espère que ça va passer. C'est pas très. Non, non, mais après, oui, Euh, c'est effectivement, quand c'est dans une démarche expérimentale, c'est quand même un peu plus simple aussi. Mais après, Et il y a aussi merci, ouais. le fait de ne pas de vraiment exclure le carnet. Et par exemple, nous, dans le cas des marchés, c'est facile à prouver puisque c'est nous-mêmes qui trions. Donc, de toute façon, les bouchers et autres, ils ont pas le droit de déposer leurs déchets avec les autres. Donc, on sait qu'on est sur du 100% végétal, qu'on peut le prouver, et ça facilite aussi la tâche, quoi. Merci. alors, pour information, en tout cas, il faut savoir qu'il y a une expérience en bout de champ qui est menée en Ardèche avec le SICTOBA. Je ne sais pas si tu es allé voir, on a fait aussi un témoignage technique avec Johan Tinchamp. Et donc, il y a peut-être quelque chose aussi enfin, donc, qui collectent, eux, les restaurants. Donc, il y a peut-être quelque chose à monter, à faire une combinaison des deux, où eux, bah, comment ils ont monté leur projet et comment on intègre potentiellement les lombricompostages à l'intérieur, enfin, les lombrics à l'intérieur. Donc, c'est peut-être un truc à faire à ce niveau-là qui serait pas forcément trop compliqué, mais en lien en plus avec les agriculteurs, agricultrices, ça pourrait être intéressant. Voilà. Ouais, je l'avais vu, Bah, le, parfait, le super. tanière des choix. Yes. Eh ben, je pense qu'on est tout bon. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Pierre, hein. Je pense que tu restes toujours disponible par mail ou à me contacter moi si vous avez des idées, si vous avez des projets à présenter aussi. Bah voilà, le RCC, le réseau compost, pardon, citoyen est là pour faire ces présentations, ces témoignages techniques. Donc, n'hésitez pas à me contacter avec vos idées. Et puis, si vous avez des besoins pour les personnes d'Auvergne-Rhône-Alpes, n'hésitez pas aussi. J'essaierai toujours de vous apporter des réponses. Voilà. Eh ben, merci à tout le monde d'être venu, d'avoir participé. Et merci Pierre à toi.